Dans ces derniers instants, Catnap tend le bras vers le prototype. Ce geste n'est pas un geste de défense, mais plutôt une forme d'acceptation. Un détail qui change tout ce qu'on croyait savoir de lui. Depuis le chapitre 3, Catnap traque le joueur dans Playcare. Il surgit, disparaît dans la fumée rouge et provoque des hallucinations qui replongent le joueur dans ses souvenirs de l'usine. Si ce sont les propres souvenirs de Catnap, cela prouve qu'il n'a rien oublié de son passé humain, contrairement à Bron. Et pourtant, il laisse toujours le joueur en vie. Il le menace et l'attaque, mais jamais pour tuer. Il finit par le prévenir de quitter Playcare sous peine de revenir l'achever. C'est exactement ce qui arrive, mais le combat tourne en sa défaveur. Un monstre capable d'avoir massacré des centaines d'employés choisit soudain d'épargner quelqu'un. Mais alors, pourquoi ? Il lui reste sans doute un sens du bien et du mal, malgré son adoration pour le prototype. Peut-être sait-il que le joueur, absent pendant l'heure de la joie, n'a pas de sang sur les mains. Pour comprendre cette loyauté brisée, il faut remonter à la naissance de Playtime. Dirigée par Elliot Ludwig, l'entreprise connaît déjà un grand succès grâce à Poppy. Mais pour réduire les coûts, le scientifique Harley Sawyer propose un plan glaçant, recruter des orphelins et les transformer en jouets. Playcare voit le jour et un gaz de coquelicot rouge est développé pour garder les enfants dociles. Le choix du visage rassurant se porte sur Theodore Grambel, 7 ans, docile et influençable. Mais le prototype, l'expérience 1006, s'intéresse aussi à lui. Il cherche un moyen de libérer les orphelins de Playcare et grâce à son intelligence, il accède à la chambre de Theodore et gagne sa confiance en se faisant passer pour son ami. Convaincu, Theodore ouvre une porte de maintenance censée aider les autres à fuir. Il s'électrocute. Les scientifiques qu'il avait déjà repérés en profitent pour l'utiliser directement. Theodore devient Catnap en 1990. Le prototype voulait sauver Theodore. Il a fini par causer sa perte. Mais Theodore ne voit pas les choses ainsi. Il garde l'image d'une figure protectrice, une croyance renforcée par le traumatisme de son opération. Une fois transformé, Catnap veille sur les enfants, s'assurant qu'ils respirent leur dose de gaz. Playtime lance 7 jouets similaires, les Smiling Critters, chacun avec une odeur signature, la lavande pour Catnap. Un défaut de fabrication laisse le gaz s'échapper à travers cette odeur. Les enfants font des cauchemars, les parents se plaignent, et Playtime finit par décommercialiser Catnap. Cette mise à l'écart le rapproche encore plus du prototype. Il devient son messager le plus fervent, jusqu'à bâtir un sanctuaire en son honneur. Cette dévotion porte ses fruits le jour de l'heure de la joie, quand les jouets se retournent contre les employés. Des années plus tard, en 2005, un ancien employé revient sur les lieux. Le prototype donne un nouvel ordre à son disciple, le plus fidèle, le tuer. C'est là que sa loyauté semble vaciller pour la première fois. Il retarde l'affrontement, hésite, avertit. Et quand le prototype apparaît pour le punir, peut-être pour cet échec, peut-être par une trahison ressentie, Catnap ne se débat pas. Ce geste raconte peut-être la vérité la plus triste de son histoire. Catnap n'a jamais cessé d'être cet enfant de 7 ans, tiraillé entre l'admiration pour son dieu et un instinct moral qu'il n'a jamais perdu. Sa fin n'est pas celle d'un monstre vaincu, mais celle d'un enfant seul, qui n'a jamais reçu l'amour qu'il cherchait tant. Alors qu'en pensez-vous ? Catnap voulait-il vraiment épargner le joueur ou il a tout fait pour retarder l'inévitable ? Donne-moi ton avis en commentaire.